Je vais passer la parole par ordre alphabétique à Clémence, puis à Louise, pour qu'elle se présente. Et après, on laissera surtout libre cours à vos questions. Ok, donc je m'appelle Clément, j'ai 22 ans, je suis française, je suis laïque d'éducation et même dans ma vie courante. Et je suis à l'heure d'aujourd'hui en Israël, à Givat Raviva, c'est dans le nord du pays entre Haïfa et Tel Aviv, grosso modo, à peu près au milieu. Et je travaille dans un lycée international qui véhicule un message assez pacifique. La spécificité du lycée est qu'il mélange des élèves donc, qui ont entre 15 et 19 ans. Euh, Certains sont israéliens juifs, certains sont israéliens arabes, certains sont palestiniens et à peu près 25% aussi sont internationaux et viennent d'un peu partout dans le monde, d'Afrique, d'Asie, certains d'Amérique aussi. Il y a une communauté juive forte aussi en Amérique et certains ne sont vraiment pas connectés même avec la religion juive. Ils sont juste là parce que les parents, par conviction, ont décidé d'envoyer leur enfant dans ce lieu. Et, euh, et là-bas, du coup, je suis éducatrice, animatrice. Je suis notamment en charge d'activités artistiques créatives, parce que c'est ma passion. Et, euh, et voilà, je vis et je travaille dans ce Je lieu. m'appelle Louise, j'ai 23 ans. Donc avant de venir ici, rien à voir, j'ai fait des études de langue à l'INALCO. Et j'ai décidé de faire une année de césure du coup en Israël parce que je suis croyante, je suis chrétienne catholique et de toute façon j'ai toujours été très très entourée de personnes qui étaient assez religieuses et assez pratiquantes. Voilà, mon service civique, il se passe à Revivim, donc c'est un kibbutz au sud de Beersheba pour ceux qui connaissent, donc dans le désert, au nord du désert du Negev. Et il consiste à s'occuper d'enfants en crèche, donc des petits de 1 à 3 ans, et même des bébés qui n'ont pas encore 1 an. Dans mon kibbutz, il y a majoritairement, très très majoritairement des Israéliens juifs, mais très peu pratiquants, voilà, assez laïcs, donc de tradition juive, mais pas très croyants. Il y a aussi on est entouré de 9000 bédouins, d'un village de 9000 bédouins. Il faut savoir que nous, on est 900 dans le kibbutz et eux, ils sont 9000 bédouins. Et voilà, donc il n'y a pas de chrétiens, à ce que je sache, dans le kibbutz. En tout cas, pas beaucoup. Et voilà, à peu près le contexte. Merci beaucoup, Marc-Alain. Je tiens juste à faire une petite précision. Louise, tu as dit que tu étais en service civique. Alors, je tiens vraiment à ce que tout le monde entende bien cela. Le service civique Mhm. n'existe plus Ouais, en Israël depuis que, peu depuis. après le 7 octobre, l'agence du service civique, conjointement bien sûr avec le ministère français des Affaires étrangères, a décidé d'arrêter les missions. Mhm. Mais voilà, donc pour qu'il n'y ait pas de confusion Oui, c'est et un de volontariat avec le KPC, du coup, actuellement. exactement. Mais Louise, tout comme Clémence, était partie en service civique avec notre association CIeux. Euh, pour début septembre, elles vont expliquer leur mission, qui sont finalement restées les mêmes. Donc, je Mhm. ne vais pas y revenir, elles le feront très bien et bien mieux que moi. Mais à la suite d'autres volontaires, depuis des années, notre association envoie des volontaires. Alors, d'abord à Revidim, à Givat Raviva. D'ailleurs, l'association CIeux est la toute première à avoir proposé Israël comme lieu de volontariat en service civique. Mais à partir du 7 octobre, des événements, l'agent du service civique a décidé de rapatrier tous les volontaires, ce que nous avons fait, sauf pour Louise qui a décidé de rester. Son contrat a été rompu, mais on a pu négocier un autre contrat avec notre partenaire, le Kibbutz Program Center. Et Mhm. quant à Clémence, elle a pu revenir donc à Givat Riva avec l'appui de Marc-Alain Grumelin, de son association, et de ses administrateurs, Givat Raviva France, qui a généreusement Et aidé merci Alexandre Clémence. de cette précision qui était très utile. Donc, je reviens à Louise. Tu parlais de la proximité entre le kibbutz et les Bédouins. Oui. Comment se passe cette cohabitation ou cette proximité? Alors, donc déjà, donc Biradaj, c'est le nom du village, enfin du campement, on appelle ça un campement des Bédouins, qui sont du coup
autour du kibbutz. On est entouré par le campement. Donc, de ce que je vois, ça se passe bien. Euh, mais je sais qu'il y a des petits problèmes parce que les Bédouins, du coup, ils sont arrivés à Bir Adage il n'y a C'était pas pas très forcément longtemps, légal. leur installation ici, et que ça avait posé des problèmes dans le passé, à ce qu'on m'a raconté, à ce que j'ai compris aussi. Et que maintenant, il y a beaucoup de Bédouins qui viennent travailler dans le kibbutz. Bah, moi, j'ai des collègues bédouines dans la crèche. Il y en a qui travaillent dans ce qu'on appelle le Chada Orel, ce serait la cantine du kibbutz. Et il y en a qui travaillent en tant que femme de ménage chez les kibbutzim, les habitants du kibbutz. Et nous, il n'y a pas très longtemps, là, on est parti aller faire un dîner du coup du Ramadan chez les Bédouins. Et il y a peut-être un projet qui est en train de se faire, qu'on irait aider ou juste passer du temps avec des enfants bédouins. Donc, voilà, pour rester sur le positif, j'ai l'impression que la cohabitation se passe plutôt bien. Mhm. Bien. En tout cas, ils essayent des deux côtés. Oui. Et donc tu étais là un peu avant le 7 octobre, Un autour mois du 7, avant, oui, à peu près. ouais, autour du 7 octobre et après. Est-ce que tu Oui. penses qu'il y a quelque chose de changé dans cette relation depuis? Oui, oui. Les Bédouins, ils se justifient beaucoup plus de leur légitimité à être israéliens, à faire partie du territoire israélien, à faire partie de l'armée. Il y a aussi beaucoup de Bédouins qui, du coup, ne parlent plus de leur... ils ont de la famille à Gaza, par exemple. Il y en a beaucoup. Par exemple, j'ai une collègue, sa maman, elle vient de Gaza. Bah, ils en parlent beaucoup moins. Et voilà, je pense que c'est tendu. Et je pense aussi qu'ils changent leur discours en fonction de qui ils parlent, de à qui ils parlent. Mhm. Ouais. Mhm. Mhm. Ça peut se Voilà. comprendre. Évident, ça. Oui. Mais je pense que c'est un peu le cas dans toutes les communautés en Israël. Tout le monde fait attention à ce qu'il dit maintenant, et parce que voilà, Mhm. c'est un peu tendu, logiquement. Et chez toi, Clémence, au lycée international, est-ce que tu trouves que des choses ont changé entre avant et après le 7 octobre? Oui, il y a plus de tensions, plus de pics lancés d'une communauté à une autre. On a eu affaire à des événements, j'ai pas spécialement envie de tout déballer, mais à des événements. L'année dernière, je sais que les années précédentes aussi, l'école a dû faire face à des événements assez importants. Et cette année, c'est vrai qu'on en a eu aussi, mais c'est plutôt c'est ça, des pics lancés, des insinuations d'une communauté à une autre, des généralisations. On essaie de vraiment mettre l'accent dessus pour que les élèves ne généralisent pas une personne parce qu'elle est juive ou parce qu'elle est musulmane ou parce qu'elle est chrétienne. Là, en l'occurrence, avec le conflit, c'est vraiment entre les communautés juives et les personnes qui se qualifient comme palestiniennes ou palestiniens. Et non, c'est vrai que j'en ai parlé en plus aujourd'hui et on ressent plus une fracture dans la société. Je suis pas sûre de comment c'était avant. Je pense que je l'ai pas assez observé et mes yeux étaient plus naïfs en septembre. Mais c'est vrai que maintenant, je me demande, moi, où seront les personnes dans 6 mois, ceux qui vont bah, là passer leur diplôme. Euh, Parce qu'on ressent que au final, les Palestiniens vont rester entre eux et les Juifs israéliens vont partir à l'armée, là, dans quelques mois. Et il y a un fossé qui se crée petit à petit. Et surtout, avec la guerre qui continue et qui ne s'arrête pas. Et on a tous, on la regarde tous et on se rend bien compte que on ne sait pas, on ne sait pas ce qui déterminera l'arrêt de la guerre. Ça fait que vraiment les deux communautés commencent à prendre deux directions et à se dire que il y a plus c'est pas qu'il y a plus d'espoir, mais l'espoir commence à faiblir un petit peu dans la tête des personnes, de nous tous. Et est-ce que vous voyez les images de Gaza, de ce qui se passe à Gaza, des bombardements? On les voit beaucoup en France, par exemple. Mais j'ai entendu dire qu'en Israël, la télévision en tout cas, mais peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux, ce n'était pas diffusé en Israël. Des images donc des bombardements, je crois qu'il y a un immeuble sur deux qui est à reconstruire à peu près. Mhm. Bah, alors du coup, je réponds. Moi, j'ai pas de télé. Voilà, j'ai pas accès à la télé israélienne du tout. Je suis sur les réseaux sociaux. Je suis des journalistes gazaouis et je suis une influenceuse franco-israélienne qui habite à Ashdod et qui fait des points infos
chaque jour tout ce qui se passe en français en Israël. Donc je vois les deux côtés, je vois de la propagande des deux côtés, je vois les bombardements, je vois des mises en scène, je vois des choses qui sont vraies. C'est très très dur de démêler le faux du vrai. Enfin le vrai du faux. Et vraiment, oui, du coup, pour répondre à cette question, oui, je vois ce qui se passe à Gaza, mais pas seulement. Il y a des images aussi du 7 octobre qui reviennent, il y a des bombardements dans le nord, de la part du sud du Liban, du Hezbollah aussi. Enfin, Mm. c'est un flot d'images en fait. Et bon, évidemment que sur ce flot d'images, Gaza prédomine. Les bombardements à Gaza et la situation humanitaire à Gaza prédominent. Bah, parce que tout simplement, les gens sont un peu désespérés, y compris les journalistes qui filment là-bas. C'est un peu des journalistes qui parfois se sont inventés journalistes, même et reporters, et qui filment, qui filment et qui montrent au monde entier ce qui se passe à Gaza. Après, évidemment, il y a des mises en scène, il y a aussi de la propagande du Hamas. Donc, voilà, il y a plein de choses. Et oui, oui, je vois des images atroces de Gaza, du coup. Et la population en général, donc, les voit, est au courant? Dans quelle mesure elle est au Non, courant ou pas? enfin, Non. j'ai l'impression que comment dire, ils regardent pas forcément ce qui se passe à Gaza, ils veulent pas forcément Hmm. savoir. J'ai un ami israélien, un ami de la famille, qui habite à Tel Aviv et qui me parle énormément de. Enfin, en fait, il me dit qu'il peut pas regarder trop les images, que ce soit à Gaza ou même beaucoup des images de soldats israéliens qui périssent aussi. Euh, il peut pas regarder parce que ça lui fait mal. Son médecin est allé jusqu'à lui dire, bah, coupez ça, parce qu'après ça devient une obsession, ça devient, voilà, c'est dangereux en fait. Ça reste dangereux. Hmm. Il y a la question des otages qui est très présente, je crois, en Israël. Mais la question des... Bah oui, on a des affiches à chaque endroit où on va, il y a des affiches. Alors c'est écrit en hébreu, noir et avec une photo, l'âge de la personne, sur fond noir avec une écriture rouge. Et à mon Hmm. avis, ça veut dire Bring them Bring back them home. home. Ou, Yeah. voilà, voilà, et on en a de partout, des grandes affiches sur des grands bâtiments, des plus petites dans les rues. À Tel Aviv, parfois, je me promenais et j'en vois de partout. En plus, à Tel Aviv, il y a la place des otages aussi. Donc bon, voilà. Oui, c'est omniprésent et de toute façon, ils sont très en colère. De toute façon, ça a beaucoup porté sur ça parce qu'ils sont très en Oui. colère par Et à la rapport fois, il y a aux le photos. Hamas et puis par le gouvernement. Et bon, Netanyahou, qui est très impopulaire, je crois. C'est ça? Oui, Oui. surtout, enfin, pas surtout en ce moment, mais en ce moment, ça commence à se réveiller à Tel Aviv. De ce que j'ai vu aux infos, j'y étais pas. Ce que j'ai vu sur mon portable, justement. Voilà. Il commence à avoir des manifestations, parfois un peu même qui débordent. Mhm. Voilà. Est-ce que les gens du kibbutz te parlent de leurs enfants, de leurs frères qui sont à l'armée en ce moment aussi? Alors déjà, au kibbutz, la communauté des kibbutz, c'est une petite communauté, tout le monde se connaît donc. Le 7 octobre, il y a beaucoup de gens de mon kibbutz qui ont perdu des gens des autres kibbutz. Donc ça, ils en ont parlé pendant longtemps. On a aussi eu les enterrements au kibbutz Revivim, des corps de Kfar Aza, de Reim, enfin voilà, tous ces endroits qui ont été touchés. Euh, et puis, oui, il me parle aussi des gens qui vont, enfin, des soldats, oui, des soldats qui sont jeunes, qui ont entre 18 ans et mon âge. Franchement, il y en a des plus vieux, mais j'ai l'impression que la majorité, ils ont entre 18 ans et 22 ans ou 23 ans. Mhm. Donc oui, ils en C'est parlent aussi, réel, évidemment. c'est-à-dire que même mes collègues bah, vont partir à l'armée l'année prochaine et un espèce de grand brouillard autour de quoi fera qui. J'ai encore posé la question à ceux qui sont bah, du coup ce qui correspond à la terminale, la dernière année du lycée, ce midi et personne, enfin tout est très flou, ils vont pas parler de ce qu'ils feront. Ceux qui ont des enfants qui sont à l'armée, pareil, impossible de savoir exactement ce qu'ils font. Un grand brouillard au sein du coup de la communauté juive, ils sont vus comme des héros qui protègent leur territoire et je comprends le point de vue. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un grand. Je rejoins aussi pas mal Louis sur le fait que, en tout cas ici, moi, je suis isolée des écrans et les infos que j'ai, c'est via mon téléphone, via les sources que j'ai choisies. Et comme Louis, j'ai des deux côtés, de la propagande, des images fausses, c'est vrai. Euh, et des fois, je ne la choisis même pas. J'ai des publicités qui vont arriver, des publicités bah, pour l'armée, pour joindre l'armée entre deux vidéos YouTube. Et non, c'est vrai que l'armée, c'est une notion où même
j'ai une personne que je connais bien qui est en ce moment qui a rejoint le Nord pour une semaine et impossible de savoir exactement ce qu'il fait. Et même en posant des questions, j'ai du mal à discerner les missions concrètes et l'aspect moral de ce qu'ils font quand ils sont soldats, quand ils sont enfin, non, pas, enfin, en l'occurrence, c'est un soldat, mais quand ils sont à l'armée, quoi. Une Bonjour. question pour Clémence. De ce que j'avais compris et entendu sur le lycée, les jeunes étaient répartis en chambrées volontairement mixées entre Israéliens arabes, étrangers, Israéliens juifs ou palestiniens, enfin en combinant ces choses-là. Est-ce que ça continue à être le cas et je comprends toutes les difficultés qu'il y a, mais est-ce que tu peux aussi parler de l'aspect positif sur l'apprentissage du dialogue dans un contexte aussi dur que ça? Parce que enfin, si ça continue, ça a un côté quand même magique de réussir à mettre des gens dans ce contexte-là. Et je suis curieux de savoir comment ça se passe. Non, ça l'est magique et j'en parle. Mais j'ai eu une discussion vraiment longue avec une élève aujourd'hui, donc une élève palestinienne, et on parlait du coup de qui serait sa colocataire de chambre l'année prochaine. Donc oui, il y a un effort qui est fait pour essayer de mixer arabes, juifs, internationaux, enfin tout ça. Et les chambres fonctionnent dans la majorité des cas. On a eu peu de enfin, les problèmes qu'on a eus ne sont pas d'ordre politique. C'est plus parce que vraiment l'entente ne se fait pas, mais n'ont pas été d'ordre politique. Et oui, dans certaines chambres, il y a un drapeau palestinien à côté d'un drapeau israélien, à côté d'un drapeau arménien. Il y a vraiment ouais, un panel de panneaux dans les chambres, c'est autorisé. Euh, et les élèves sont éduqués de sorte, et c'est mais tellement beau, à considérer la personne en face d'eux pour qui elle est et non pas pour sa nationalité ou sa religion ou sa conviction politique. Et ils se considèrent mutuellement pour qui ils sont dans le présent. Ils ont conscience que dans 2 ou 3 ans, leur vie prendra des chemins radicalement différents, notamment avec bah, l'armée qui va creuser un énorme écart entre juifs israéliens et juifs et israéliens arabes. Mais dans ce présent, dans le présent du moment, ils sont dans la même chambre, dans la même salle de cours, ils peuvent joindre la même conversation, ils vont rire aux mêmes choses et l'entente se fait. Et le point d'interrogation, c'est sur l'après, sur comment est-ce qu'ils vont garder contact dans 5 ans, comment ça va se passer quand l'un va joindre l'armée, comment ça va se passer quand l'un sera sur le territoire enfin, de l'autre, etc. Mais dans le présent, ça fonctionne. Et dans le présent, ils arrivent à avoir la mentalité pour considérer la personne en face d'eux pour qui elle est, pour ses valeurs, pour son intelligence, pour sa façon d'être, son sourire, et non pas pour ce qu'elle Oui. n'a pas Est-ce décidé. que vous notez des différences d'opinion et de comportement entre élèves palestiniens et élèves israéliens arabes? Oui, oui, vraiment. Euh, les élèves israéliens juifs, de manière générale, si on les compare par rapport à tout l'ensemble des élèves, euh, vont exposer leurs problèmes beaucoup plus facilement que les élèves issus des minorités. Donc, les internationaux peuvent être considérés comme une minorité, mais du coup, les Palestiniens le sont. Et on note vraiment la différence dans les situations où il va y avoir un conflit entre deux personnes. La voix la plus haute, la voix qui viendra joindre un membre du personnel le plus vite, sera les 3 quarts des temps israélien juif. Euh, il y a ce sentiment, pas de puissance, mais on remarque que oui, les minorités vont mettre plus de temps à parler, vont être plus timides. Après, ici, du coup, les minorités se retrouvent en groupe et peuvent s'associer entre elles, ce qui leur donne de la force. Euh, et ça va plutôt être après dans le tempérament. C'est pas, ils vont pas joindre les mêmes activités ou autres, mais tout dépend. Après, c'est très, très varié. Mais c'est vrai que de manière générale, entre nous, on en rigole, mais enfin, le rire découle d'une réalité. Oui, les Israéliens juifs n'hésiteront pas à faire remonter les problèmes parce qu'ils se sentent en confiance, en sécurité sur ce territoire-là. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils exposent souvent, c'est que ici, ils sont en Israël,
ils sont à même d'être eux-mêmes, ils sont à même de s'exprimer, ils sont à même de vivre leur religion. C'est pour ça que cette terre a été créée et que cette terre existe. Ils sont un peu là-dedans dans rien ne doit nous arriver ici puisqu'on est en Israël. Donc on ne devrait pas rencontrer de situations conflictuelles sur le plan politique, sur le plan religieux, parce qu'on est en Israël et qu'on est juif, donc c'est notre terre. Et il y a vachement quand même cet état d'esprit de force. Euh, Même et chez les gens jeunes, même chez les gens jeunes de et les votre gens âge. jeunes, oui, vraiment. Enfin, du coup, entre 15 et 19 ans, c'est avec ça que je... Ouais. Oui, Je vraiment, il y a parlais, vraiment pas de toute puissance, mais c'est un peu particulier de dire ça, mais on est ici, on est israélien, mais on doit se protéger entre nous, protéger notre communauté des autres pays autour. Et enfin, si quelque chose m'arrive, je dois le reporter immédiatement parce que il y a quand même un sentiment ouais, d'insécurité sans cesse. Et mais ils parleront plus. je parlais éventuellement d'une différence Oui, entre voilà, Palestiniens et Arabes israéliens. voilà, c'était ça. Hum, C'était pas la question. Ah, ok. Y a-t-il une réfléchir. différence sensible Je dans sais leur pas. réaction? Je pense que bah, toujours plus la minorité et enfin plus la personne est dans une situation de minorité, plus moins elle parlera et plus elle sera discrète tout le temps. Et du coup, ça va Mais, crescendo entre mais minorités. elles sont toutes les deux, arabes israéliens et palestiniens sont des minorités, toutes les deux, justement, c'était entre Oui, mais les il y en a deux. une encore plus que l'autre, je pense. Les Les Palestiniens. Palestiniens encore plus et que Arabes israéliens, à mon avis. Enfin, en tout cas ici. Mais Ouais, mais moi j'ai un petit peu voyagé donc à Jérusalem-Est et aussi en Israël. Du coup, j'ai pu rencontrer des Arabes palestiniens et des Arabes israéliens. Beaucoup d'Arabes chrétiens, par exemple à Nazareth, et israéliens. Euh, et alors, ce qui se passe, c'est que à Nazareth, par exemple, parce que j'en ai vu aussi à Haïfa, enfin à plein d'endroits, les Arabes israéliens, donc chrétiens et musulmans. Moi, j'ai plus parlé avec les chrétiens parce que voilà, j'étais dans ma communauté, enfin, je suis chrétienne, donc je me suis retrouvée dans des dans des églises, etc. Donc, on a pu un peu échanger. Euh, Ils évitent d'en parler et vraiment, ils sont plus, comment dire, ils vont moins parler frontalement que les Arabes palestiniens. Les Arabes palestiniens, ça va être la tristesse, la colère qui va ressortir beaucoup. Je dis ça quand j'étais, par exemple, à Jérusalem-Est, je m'étais un petit peu enfoncée. Il y a un moment, j'étais à la chapelle de l'Ascension, j'ai parlé avec le gardien, par exemple, qui était palestinien pour le coup, parce que là, c'était côté palestinien. Alors là, c'était vraiment de la colère qui ressortait et de l'incompréhension. Mais pourquoi c'est l'armée la plus puissante du monde? Comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à trouver une autre manière pour tuer le Hamas et justement ne pas tuer les civils gazaouis? Enfin voilà, beaucoup d'incompréhension, de tristesse énormément et de colère. Et du côté du coup des Israéliens arabes ou chrétiens musulmans, et même, enfin, je sais pas si on pourrait considérer ça comme arabe, mais des Druzes aussi dans le nord, beaucoup. Alors, il y en a qui sont super engagés dans l'armée Voilà, parce avec que, parce que de toute façon, eux, plus que les Israéliens juifs, ils devront montrer qu'ils font partie de la société israélienne et l'armée, comment dire, c'est le summum de l'intégration. Donc voilà, et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de Bédouins les Bédouins ne sont pas forcément des Palestiniens, mais il y a aussi beaucoup de Bédouins qui intègrent l'armée. Euh, voilà, donc du coup, eux, les Arabes en général israéliens, même si maintenant ça me paraît un peu bizarre de dire ça parce qu'il y a tellement, enfin, c'est très très large comme terme et comme communauté, c'est très large. Et ben oui, ils vont quand même, j'ai l'impression qu'ils vont moins en parler et de parler, ils vont aussi plus garder ça pour eux peut-être entre familles. Ce qu'ils pensent du gouvernement d'Israël actuellement et de sa politique et de ses actions. Ils vont en parler moins, je pense, que les Palestiniens qui, là, par contre, moi, vont me dire bienvenue en Palestine, Free Palestine, machin, ça va être vraiment, enfin, ça va être assumé de la part des Arabes palestiniens. Mhm. En tout cas, voilà ce que j'ai remarqué dans mes voyages. Pas du tout ici, parce qu'ici, de toute façon, c'est bédouins et juifs israéliens. Donc, Mhm. c'est encore enfin, c'est encore différent. Bon, Merci. un petit point, peut-être que c'est important de dire, Clémence, également, que l'école de Givat Raviva a été touchée un peu au cœur également, puisque
le cousin même du directeur, De le Daraché. directeur est un arabe israélien, son cousin est ambulancier, il était, enfin Clémence en parlera, ouais, mais il était donc au Nova Festival, et comme d'autres ambulanciers au cas où, sauf que le drame est arrivé, et les terroristes ont tué devant lui des juifs. Et lorsqu'ils l'ont vu, ils lui ont adressé la parole en arabe. Il a répondu bien sûr en arabe. Ils ont compris tout de suite qu'il était arabe israélien. Et c'est pour cette raison qu'ils l'ont abattu de sang-froid. Mm. Et elles ont tué des Bédouins aussi. De toute façon, le Hamas, il fait pas vraiment de différence. Et puis, il les considère comme des traîtres. Les Thaïlandais. Et il les considère comme des traîtres. C'est ça le discours pour justifier pourquoi il tue aussi des Arabes et des Arabes musulmans. Bah, c'est des traîtres, ils aident les Israéliens. Voilà. Et toi, Louis, justement, dans le commentaire que tu m'as adressé tout à l'heure euh, de l'histoire que tu as passé là-bas, avec Mhm. eux, avec les Au Bédouins, Birada, tu as constaté oui. qu'ils avaient du mal à parler de cette situation. Ils étaient gênés, les Bédouins. Il nie, littéralement, il a nié, enfin, il a amoindri le fait qu'il avait des contacts avec les Palestiniens, enfin, du coup, les Bédouins palestiniens. Il a dit non, non, enfin, il n'a pas parlé de Gaza, voilà, tout simplement. Et quand un des volontaires lui a posé la question de est-ce qu'il y a est-ce que vous connaissez du coup des Bédouins en Palestine, etc. Ou beaucoup de familles, est-ce que vous avez beaucoup de familles en Palestine? Il a dit oui, oui, il y en a un petit peu, mais pas trop, on est plutôt dans le désert, ce qui en soi est logique, mais voilà, parce qu'ils sont Bédouins, donc peuple du désert. Et, mais voilà, il a focalisé sur la ville sur Hébron. Et oui, il n'a pas du tout parlé de Gaza et il a essayé d'amoindrir. Non, non, on n'en connaît pas trop. Nous, on est légitime d'être ici, d'être en Israël. On a aidé à construire l'État, etc. Il a plus focalisé sur ça. Et je pense que, franchement, je pense qu'ils modifient leur discours en fonction du public. Interlocuteur. Bah oui, du locuteur, exactement. Ce qui est logique, encore une fois, parce ils sont vraiment, c'est complexe, leur position Je au Bédouin. souhaiterais poser une question à Louise, qui donc, par ses voyages, a rencontré des Palestiniens, et a Oui. discuté de la situation avec les Palestiniens. Mm, Euh, 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 hum, qu'est-ce qu'elle... Bon, évidemment, il y a ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent, ça peut être deux mm. choses Oui. différentes. Mm, Mais mm. est-ce qu'ils ont émis une opinion par rapport au Hamas? Est-ce que les Palestiniens ont une opinion plutôt positive ou plutôt négative sur l'action du Hamas et ce qui s'est passé le 7 octobre? Les Palestiniens, déjà avant le 7 octobre, le Hamas, c'était un problème pour les Gazaouis, mais bon, ils n'agissaient pas contre, mais c'était comme une mafia, vous voyez? Comme c'est quelqu'un qui, tu peux pas dire non. On ne pouvait pas leur dire non. Si le Hamas disait quelque chose, on devait le faire sous peine d'être agressé. Voilà. Donc déjà, non, c'était quelque chose qui était là. Ils n'étaient pas forcément contre, pas forcément pour. Maintenant, moi, de ce que j'ai vu post 7 octobre, pardon, euh, bah non, ils parlaient pas du Hamas. J'ai pas parlé du Hamas avec eux. Je sais qu'il y en a qui disent qu'ils les appellent les soldats de la liberté, quoi, la libération palestinienne. Il y a cette idéologie-là qui existe. Euh, mais ce que j'ai beaucoup rencontré en tout cas, c'est des Palestiniens qui disaient oui, le Hamas qu'il a fait, c'est horrible. Mais du coup, maintenant, on pense à nos frères gazaouis. Alors, la pensée, elle était focalisée sur les frères gazaouis qui mouraient, les civils gazaouis, la famille, les enfants, les mamans, tout ça. Le discours portait surtout là-dessus. Donc, j'ai pas pu approfondir ce qu'ils pensaient du Hamas. J'ai plutôt vu des gens qui savaient que c'était une organisation terroriste ou voilà, qui savaient que c'était négatif comme organisation, que c'était pas quelque chose de bien, mais ça avait pas l'air de plus les choquer que ça. Ils étaient focalisés sur le drame Bien sûr, gazaoui dans ce moment. c'est compréhensible. Voilà. J'ai une question. Paulette, oui, On m'entend? oui, on Oui, t'entend oui. bien. D'accord. Vous étiez là-bas le 7 octobre, toutes les deux? Oui? Oui. Euh, Givat Raviva a reçu des familles de kibbutzim du Sud
tout de suite après le 7 octobre. Je veux savoir dans quelle proportion et s'il y a eu des contacts entre les Arabes qui étaient à ce moment-là, enfin les jeunes qui étaient à ce moment-là à Givat Aviva et ces familles-là. Hmm. Du coup, oui, on a reçu des familles. En quelle proportion? J'arriverai pas à donner un nombre, mais le dining hall était complet. Euh, je pense qu'il y avait une centaine de personnes à peu près. Je suis Non, non, vraiment pas. il y avait plus que ça, d'après les Ouais, chiffres je suis que pas j'ai sûre. eus. Il y a eu en permanence 260 personnes et au total, entre ceux qui sont entrés et sortis, il est passé près de 350 personnes. Ok, Euh, je suis désolée ouais, pour les chiffres. Mais je sais, enfin, la référence, oui, c'était les. Je pense que oui, on est peut-être oui, 100, Les 200 relations, et donc plus. les relations. Euh, et du coup, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que les élèves, parce qu'on a eu quand même des sirènes, mais pas beaucoup, les élèves ont dû rentrer chez eux, ceux qui avaient une famille, et ils restaient au campus plus que les élèves internationaux, ce qui fait qu'il n'y a pas eu vraiment la grande possibilité que enfin, des Palestiniens rencontrent des familles juives venues du Sud à ce moment-là, puisque tous les élèves sont rentrés chez eux s'ils avaient la possibilité d'être en sécurité auprès de leurs parents. Et non, les échanges, c'est vrai qu'on... Et j'ai pas tant fait attention à ça au début. Euh, mais non, il y avait plus des élèves internationaux et les membres de l'équipe, mais enfin, c'était vidé d'élèves assez rapidement, au moment où il y a eu des familles. et chez toi, Louise, est-ce qu'il y a eu des réfugiés? Alors moi, le 7 octobre, j'étais à Jérusalem, donc on a eu pas mal de roquettes. Mais voilà, je suis arrivée quelques jours après, quand j'ai réussi à prendre le bus, je suis arrivée quelques jours après à Rive Divine. Je suis passée par la mer Morte en bus d'abord. Là, dans des hôtels à la mer Morte, il y avait des hôtels de luxe remplis de réfugiés. Ensuite, quand je suis arrivée dans mon kibbutz, la première chose que j'ai vue, c'était les enterrements tous les jours, des enterrements, parce que je suis à 30 minutes en voiture, s'il n'y a pas de bouchon, des kibbutz qui ont été touchés, et de Reim, etc. Donc des enterrements, des enterrements, des enterrements au kibbutz. Euh, ensuite, on a eu des familles de réfugiés. Moi, j'ai eu des enfants réfugiés, je m'occupe d'enfants réfugiés qui maintenant habitent dans mon kibbutz. Je sais pas combien on en a eu, je sais qu'on en a eu, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont allés à Eilat. Il y a beaucoup d'enfants avec qui je travaille, enfin beaucoup, deux, trois enfants qui descendent vers Eilat pour aller voir leur famille, qui habitent maintenant à Eilat. Je sais qu'il y en a eu, je pense qu'il y a eu des réfugiés aussi à Rétamim, qui est le kibbutz religieux voisin du mien. Voilà. Donc oui, on a eu des réfugiés. Je pourrais pas vous dire combien parce que moi j'ai juste remarqué bah, les nouveaux enfants dans les crèches, les différentes crèches, il y avait plein de nouveaux enfants. Est-ce que Louise, est-ce que tu fais dessiner ces enfants? Est-ce que tu as constaté dans leurs dessins Mm, des, des traces de ce qu'ils ont vécu? alors, ils sont un peu petits, et c'est-à-dire que c'est des bébés, et non, on les a pas fait trop dessiner. Je me rappelle pas. Et puis j'ai vu quelques dessins parfois, mais j'ai pas particulièrement. C'est des gribouillis, enfin vraiment, non, je l'ai pas remarqué. Par contre, on a dû faire l'adaptation, c'est-à-dire certains enfants qui arrivaient des kibbutz touchés devaient s'intégrer dans notre groupe d'enfants. Et alors là, par contre, j'ai remarqué quand même que c'était très, 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 très dur de lâcher leur maman. Il y a aussi des enfants qui bah, ont perdu la famille, et ça, on nous l'a dit quand même. On nous l'a dit, voilà, pour qu'on sache pourquoi l'enfant, par exemple, bah, une enfant qui va tout le temps à Eilat pour voir la famille de son oncle qui est décédé lors du 7 octobre. Donc, je le remarque pas trop, ils sont très petits, ceux avec qui je travaille, parce que mon niveau d'hébreu n'est pas assez bon pour travailler avec les plus grands. Euh, je l'ai remarqué au début, maintenant, c'est des enfants, ils ont pas tout compris, ils oublient vite, ils sont heureux pour tout. Donc, voilà, maintenant, je le remarque moins. Et comme je disais tout à l'heure, bah, c'est quand même agréable de travailler avec des enfants dans ce genre de contexte, parce que ça fait un peu oublier, c'est plus léger. Voilà. Alors qu'avec des adultes, c'est très grave. Bien. Et toi, Clémence, est-ce que tu réalises des œuvres avec, parce que c'est un peu ta mission maintenant, quelles sont Ouais. les œuvres que tu réalises? Moi, quand je fais des activités, ça va être des activités ludiques.
Mais c'est vrai que les élèves du coup de première et terminale peignent par exemple en cours pour faire après comment ça s'appelle une installation artistique. Et il y a pas forcément en lien avec le 7 octobre, mais certains, oui, vont exprimer, les élèves, par exemple, palestiniens, vont vraiment exprimer à travers leur art le sentiment d'oppression qu'ils peuvent ressentir sur le territoire. Et on peut voir toujours la différence entre Israéliens et Palestiniens dans l'art et internationaux. Et la religion est un des sujets qui revient. La religion et pour les élèves israéliens, du coup, dans cette société qui tourne de plus en plus, qui va un peu plus vers la droite, euh, ça se ressent dans l'art. Ils vont traiter de la condition de la femme, euh, des libertés en lien avec les religions. Et, l'art après reste abstrait et je sais pas, enfin, c'est bon. Avant le 7 octobre, tu réalisais des ateliers cuisine où là, tout le monde, en même temps, mélangeait leurs mains et leur culture pour réaliser un plat. Alors, un plat israélien, un plat plutôt palestinien. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a toujours cet engouement de réaliser ensemble des ateliers cuisine? Alors, toujours cet engouement de cuisiner ensemble, mais grosse différence maintenant, c'est-à-dire que maintenant, faut faire la différence entre les traditions israéliennes qui ont été prises des traditions palestiniennes. Et maintenant, les plats qui sont tirés de plats palestiniens, ça fait enfin, polémique et ça a créé des débats. Ils commencent à parler de ce plat comme si c'était le sien, mais c'est pas le sien, c'est celui de notre territoire. Et il y a plus cette naïveté qu'il y avait avant autour même du houmous. Enfin, moi, ils ont dû m'expliquer que, enfin, j'ai pas compris parce ils mangent du houmous tous les jours et j'ai appris il y a peut-être 2 mois d'où venait le houmous et qu'en fait, enfin, c'était une appropriation culturelle et que du coup, pour tel plat, pour le iftar, enfin, c'était normal qu'il y ait ça. Par contre, il y avait un événement autour d'une fête juive, Purim peut-être. Euh, Ce plat-là était complètement inapproprié parce que c'était tiré de la culture de l'autre. Et c'est vrai qu'il n'y a plus du tout la naïveté d'avant, où vraiment, bon, si tout le monde aime le houmous, les gens allaient s'accorder pour faire même des falafels ou autre, mais il n'y avait pas de... Ça allait, quoi. L'enjeu politique de la nourriture était très, très faible. Et maintenant, même pour le pain, c'est la façon dont la personne va tisser son pain, va avoir une connotation politique enfin, je ressens que la naïveté enfin, a été brisée, quoi. Et que tout le regard des gens sur n'importe quel aspect sera Si vous pas cherchez biaisé. sur le monde diplomatique et dans pas mal d'articles, vous tapez guerre du houmous sur Oui. Internet, vous allez voir, il y a beaucoup d'articles sur la revendication de la paternité du houmous. Il y a même des Grecs qui le revendiquent. Enfin bon, c'est assez rigolo. Enfin, c'est à la fois rigolo si c'était pas dans un contexte Pour ça, tragique je veux comme dire que ça, quoi. ce que vous faites l'une et l'autre, ce qu'on fait là-bas, c'est quand même des points d'appui extrêmement précieux. C'est des petites lumières pour l'avenir, mais il faut le faire connaître parce que c'est extrêmement précieux. Et le fait que ça existe, c'est quand même un motif Oui. d'espoir. Est-ce que la situation en Cisjordanie est parfois discutée parmi les étudiants, parmi les élèves? Non. Enfin, je suis pas dans leur cours, mais en tout cas, moi, quand je discute politique, c'est plutôt quand même avec mes collègues. J'essaie vraiment de très peu parler politique avec les élèves. C'est pas le but de ma mission. Mais c'est vrai que la situation en Cisjordanie que j'ai pu comprendre de leur point de vue est quelque chose qui n'existe pas. C'est vraiment pourquoi en parler? C'est pas tant important que ça. Et moi, ce que je peux penser, enfin ce qui m'a amené à penser, c'est qu'on a tous la même histoire sous les yeux. On décide juste de donner de l'importance à des points différents. Et il y a vraiment ce rejet de la vie israélien de penser que quand on est international, on ne peut pas comprendre la situation parce on l'a moins étudiée. Et la situation en Cisjordanie, quand j'en ai parlé, la situation n'existe pas. Ou c'est pas tant un problème que ça. La situation existe toujours dans le besoin légitime de se protéger pour eux et que sans cette protection, ils seraient en danger et que il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de quoi en parler. C'est pas tant un souci quoi. Et un peu, c'est très déconcertant. Et
Évidemment que pour les Palestiniens, hein, cette situation-là, c'est de la révolte, c'est de l'humiliation. Ils sont juste démunis de moyens et ne savent, enfin, non plus les mots. Ils sont, ouais, enfin, ils parlent vraiment d'humiliation et de tristesse de voir la situation comme ça. Clémence, juste Ah, pour appuyer ce que tu dis et pour peut-être aussi répondre à la question qui a été posée plus précisément, tu disais, avant le 7 octobre, il y avait une éthique au sein de Givat Raviva, des étudiants, observés par les étudiants tacitement ou qui n'était pas explicite en tant que telle, qui n'était pas imposée par qui que ce soit, mais qui était implicite. Et cette éthique disait, on ne parle pas du conflit israélo-palestinien entre nous. Il y avait une sorte de bulle, hein, tu m'expliquais ça, comme une bulle au-dessus de Givat Raviva, de l'école, pour que ce conflit-là, on n'en parle pas à l'intérieur. Est-ce que depuis, les choses ont bougé? Les étudiants ont été amenés à parler, mais je t'en avais parlé, Alexandre, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés entre communautés, la communauté juive entre elles, et c'était plutôt au moment de décembre, donc j'étais pas là, et en janvier, et des groupes de parole ont été créés pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent parler, et ne pas juste être dans un lieu mixte, un lieu vraiment unique, qui est porteur d'espoir, et de garder tout leur ressenti pour eux, garder même leur opinion. Non, le but était de parler, mais ne pas créer une confrontation trop brutale, trop violente, une confrontation qui pourrait être regrettable. Euh, et du coup, non, ils ont été amenés à parler du conflit, mais les groupes ont été séparés. Il y avait du coup, c'était enfin, des professeurs de politique, géopolitique, ciblés pour encadrer les discussions, et j'en ai pas fait partie. Les discussions étaient soit en hébreu, soit en arabe, pour faciliter et vraiment permettre aux élèves de s'exprimer pleinement et pas choisir leur deuxième ou troisième langue, pour parler d'un sujet aussi fort. Et non, ils ont été amenés à en parler, mais la confrontation, pas tant. La confrontation, si elle doit être faite et dans le respect, et elle est plutôt du coup en anglais, paradoxalement, dans une langue qui permettra moins d'extrêmes dans les mots et pour les mettre à égalité, en fait, aussi. Euh, et il y a des groupes de partage, et j'en fais pas partie, par section, c'est-à-dire que les secondes ont 1 heure de groupe de partage depuis quand même novembre. Les premières aussi et les terminales aussi. Et non, ils ont, je crois, encore par semaine ou toutes les 2 semaines, de temps en temps, 1 heure de partage où ils s'expriment et c'est vraiment orchestré par un ou deux adultes qui s'y connaissent. Et non, ils l'ont, mais j'en fais pas partie. Combien la société se divise. Là où je suis, et la raison pour laquelle j'ai décidé d'y retourner, c'est que c'est porteur d'espoir. Je vis un peu dans une bulle et j'en ai conscience, mais cette bulle me plaît, cette bulle est alignée avec mes valeurs et à ce que j'ose encore croire. Là où je suis libre de penser, je suis libre de m'exprimer tant que ça reste dans le respect. Je suis comme les élèves, tant que oui, je reste respectueuse des convictions des uns et des autres et compréhensive. Je suis libre d'être moi-même et je suis entourée de personnes qui pensent. De mon point de vue, je suis entourée vraiment d'adultes très très bien pensants, mais aussi d'une jeunesse qui m'étonne dans sa maturité d'esprit, sa maturité dans ses agissements. Et là où je suis, enfin, c'est vrai que enfin, quand j'en parle à mes amis, ils ont du mal à cerner, tant c'est ouais, c'est à part. J'ai pas de regret d'être revenue et je comprends pourquoi je suis revenue aussi. Quand je vois là où enfin, ce que je fais dans mon quotidien et quand je vois les gens autour de moi, ça prend sens. Et oui, la société se divise et le contexte n'est pas des meilleurs, mais il y a certains lieux encore qui existent, qui montrent d'autres réalités et j'en fais partie. Voilà. Louise, Bah, tu conclus. oui, bon bah voilà, tout ça pour dire que bah moi non plus, je trouve pas que l'ambiance elle est belliqueuse ici. Bon déjà c'est un autre milieu social que l'université, donc c'est des gens qui sont des fermiers qui habitent là, soit des bédouins, soit des fermiers qui habitent là depuis plusieurs générations. Enfin des fermiers, des gens du désert quoi. Donc on n'a pas trop de discussions politiques et de toute façon ils s'intéressent pas forcément, ils prennent un peu les infos qui viennent et voilà. Euh,
Et moi, pour moi, c'est la Terre Sainte, donc ça va au-delà de... Mhm. Enfin, il y a Israël-Palestine, évidemment, mais c'est une terre qui remonte voilà, au début des temps. Donc, et comme je suis croyante, donc c'est très, très important très, très important pour moi. Et je me voyais pas partir parce que déjà, certes, c'était tendu, mais j'en avais parlé avec mes parents et bon, voilà, ça allait, ils allaient gérer. Et puis, je sais pas, je me voyais pas repartir et voir la situation en France et en ayant vécu 7 octobre. En tout cas, tant que j'avais le luxe de le faire et qu'il n'y avait pas quelque chose de plus grave qui allait nous arriver sur la tête. Voilà. Super. Merci. 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 Merci à toutes Merci. les deux. Merci de votre présence à tous. Merci. Euh, Et merci beaucoup. Merci. Merci.